Et nous accueillons ce matin Ourida Nektrache. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de m'accueillir. Alors, Algérie gourmande, c'est le thème de l'ouvrage. Et on ne sait pas si c'est un livre de cuisine itinérant, si c'est un récit de voyage cuisiné. C'est vraiment une aventure, en fait. On peut vraiment le définir comme ça. C'est vrai, Ouais. c'est une sorte de road trip culinaire à travers l'Algérie. D'abord à Oran, chez moi, et ensuite un voyage avec mes co-auteurs Claire et Renaud Marca. On a sillonné un petit peu quelques régions algériennes pour rentrer dans un peu toutes les cuisines de femmes de différentes régions. Voilà, c'est vraiment un livre itinérant entre la cuisine et le récit de voyage. Oui. Alors, 60 recettes. Oui. Dans cet ouvrage, 60 recettes que vous tenez de votre maman. Oui. Oui. C'est au fait, ce livre est né vraiment d'une rencontre. C'est les rencontres avec Claire et Renaud Marca, auteurs d'un très beau livre qui s'appelle Algérie gourmand, Algérie soyez les bienvenus. Et après ce livre, Claire et Renaud Marca sont revenus souvent en Algérie. On s'est liés d'amitié 10 fois en tout, 10 fois qu'ils reviennent en Algérie. Et à chaque fois, ils mangeaient à la maison, voilà, des tablés avec des amis, que ce soit à Oran chez moi ou à Sidi Bel Abbès chez des amis, notamment Khalida. Et donc, un jour, toujours autour d'un dîner, ils me disent mais c'est pas possible, on mange tellement bien en Algérie et c'est une cuisine méconnue, que ce soit en France ou ailleurs. On ne connaît pas la cuisine algérienne. On connaît, je ne vais pas revenir, la cuisine marocaine, la cuisine d'un certain nombre de pays. Effectivement, maghrébins, on parle, mais jamais de restaurants traditionnels algériens ou gastronomie algérienne. Non. Souvent, la vision un petit peu pittoresque qu'on a, c'est le couscous. Et le couscous merguez, je reviens toujours dessus, j'ai pas envie qu'on me... Ça n'existe pas, ça n'existe expliquer pas. Très clairement. Voilà, mais au fait, moi... Aux personnes qui nous regardent de l'autre côté de la Méditerranée, le couscous merguez, ça n'existe pas. Mais voilà, donc elle est vraiment... très peu connue ou mal connue vraiment de la cuisine algérienne. J'ai fait mes études 3e cycle en France et c'est vrai qu'à chaque fois que je voulais manger un peu, retrouver les goûts de mon pays, je cherchais des restaurants algériens, que ce soit à Lyon, à Besançon, à Paris, et à chaque fois je voyais donc maghrébin. C'était de la cuisine algérienne, mais on le disait pas. On disait maghrébin, le touareg, le berbère, le tassili, le machin, mais jamais cuisine algérienne. Et je demandais des fois pourquoi vous ne mettez pas en exergue la cuisine, vous savez, les appréhensions, et je trouvais ça un peu malheureux. Et quelques années après, avec mes amis, on a parlé un peu de cette culture algérienne qu'on retrouve à travers la cuisine, et que c'est vraiment un héritage pluriculturel, vraiment comme à l'image de notre pays, très diversifié, d'une région à une autre. Vous insistez beaucoup justement sur ce legs et le fait que l'art culinaire algérien est empreint, qu'on le veuille ou non, de ses influences, qu'elles soient andalouses, qu'elles soient ottomanes. Écoutez, franchement, moi je me dis toujours qu'on ne peut pas nier, on peut peut-être nier une identité plurielle, mais elle se transmet vraiment dans ce qui est intrinsèque, c'est la nourriture. Elle nous réunit dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, et vraiment cette nourriture, l'art culinaire algérien transmet toute une identité plurielle allant des Romains jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Byzantins, les Phéniciens, l'art d'extraire l'huile, les épices, arabo-andalou avec tous les mets sucrés salés, espagnol, beaucoup dans la région de l'Oranie, beaucoup italien dans la région de l'Est, ottomane un peu, beaucoup aussi à Alger. Donc, et je veux vraiment, en tant que passionnée de langue et de sociolinguistique, transmettre... Vous enseignez à l'université d'Oran, vous êtes diplômée en aux sciences du langage. Et vraiment, l'essence de mes études, c'était cette identité plurielle de l'Algérien qui fait sa force, normalement, et la diversité, normalement, c'est une force, on le sait vraiment bien, mais... des fois, on essaye de nier. Et moi, je rejoins un petit peu, pour paraphraser le président mexicain Peña Nieto. Moi, je suis pour les ponts. Et les ponts, là, c'est la cuisine, la faire connaître à l'étranger et la faire connaître d'abord en France, parce que voilà, par rapport à l'histoire, mais aussi la connaître. Maintenant, le livre est au Canada, à Montréal, et nous avons une bonne réception à Montréal de la part des Algériens, mais pas que, aussi beaucoup de Canadiens, je dirais de Canadiens, voilà, qui sont
ravis de découvrir une cuisine unique, très variée, d'une région à une autre. C'est ça qui est intéressant en Algérie, c'est qu'en Oranie, nous avons une cuisine à l'est aussi, à l'ouest, au Sahara, nous avons vraiment sillonné, mais même en Oranie, vous avez entre Sidi Bel Abbès, Oran, Tlemcen, Mostar, Mascara, Beyid, ça change. D'une ville à une autre, d'une ville à une autre, mais aussi d'une famille à une autre. Vous savez, la cuisine algérienne, c'est une affaire de femmes, donc chacune va dire, ah non, non, moi c'est comme ça, c'est ma maman qui fait comme ça, donc moi j'ai le secret, comme ça c'est pas bon. On est un peu de chauvin sur la cuisine maternelle, mais il n'y a pas une cuisine algérienne, il y a des cuisines algériennes et elles tiennent leur essence dans une histoire plurielle, magnifique, diversifiée, et c'est ça qui la rend intéressante. Alors là, justement, on va voir une autre photographie du livre, hein, puisque vous disiez c'est des histoires des familles, hein, ce sont des familles qui vous ont accueillis. Vraiment le voyage a duré 3 mois. 3 mois, avec des périodes d'arrêt. C'est vraiment un voyage dans lequel, vraiment, c'était passionnel, parce que c'est un voyage où on a beaucoup ri, on a aussi pleuré, c'était beaucoup d'émotions, pleurer pas de chagrin, pas pleurer parce qu'il y avait des émotions à partager, et toutes ces émotions se transmettent dans ce livre, et on le sent, et je pense que c'est une grande partie, la réussite et le succès de ce livre, c'est que les personnes qui le lisent, et c'est l'écho que nous avons, le retour, c'est qu'on le déguste bien avant de faire les recettes, parce qu'on sent cette passion et cet amour que nous avons voulu partager, ces femmes qui nous ont ouvert leurs portes, des femmes qu'on ne connaissait pas, hein. On est vraiment allé pour la plupart chez des familles. C'est du bouche à oreille, les familles qui nous ont bien voulu, qui ont bien voulu nous accueillir. Mais en Algérie, c'est pas très difficile de se faire inviter, vous le savez. Vraiment, je connais quelqu'un à Alger, voilà. Et donc, on est parti des femmes très simples, avec lesquelles on a partagé une journée, mais qu'on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. D'ailleurs, il y a cette illustration, moi, qui m'a marquée avant même de commencer la lecture du livre, hein, cette femme qu'on voit en couverture. Mahbouba, de son nom, l'aimée. De Constantine. L'aimée, c'est une femme qui nous a fait rire pendant toute une journée. Elle nous a lavé de cette fatigue qu'on avait pour la route, etc. Et c'est une femme extraordinaire. Elle était dans sa cuisine, il y avait elle, donc la grand-mère, sa fille, sa petite-fille, son arrière-petite-fille. Voilà, et elle nous a fait découvrir une cuisine que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je pense que ce livre va faire découvrir aussi une cuisine algérienne méconnue des Algériens, comme à Constantine, que beaucoup... Et puis des us et coutumes aussi, notamment Constantine. Elle fait son eau de rose, Elle fait son eau de rose et son eau de fleurs d'oranger. Et à Constantine, c'est un rituel. Elle est magnifique. Alors là, juste à la voir rire, elle est vraiment sublime, cette femme. En photo, la bonne humeur et le rire est communicatif. C'est vrai. Et puis elle a un alambic extraordinaire qu'elle a hérité elle-même de sa grand-mère et de sa mère. Et elle fait, au printemps, on achète des fleurs entre voisines, 200, 300, 400 kilos de fleurs, que ce soit des boutons de rose, la fleur d'oranger. Et les voisines se rencontrent pour faire leur eau de fleurs d'oranger ou leur eau de rose, avec le qattar et l'alambic. Et chacune prend sa bouteille, son élixir qui dure toute l'année. Et tout Constantine embaume la rose. C'est au mois de mai. À partir d'avril-mai, vraiment, ça embaume la rose et l'eau de fleurs d'oranger dans les immeubles. Ça sent bon et c'est vraiment très, très enivrant. À l'aide du marash. Et d'ailleurs, c'est Maya Marani sur ce même plateau qui m'avait initié au secret et à l'utilité du marash et de cette tradition qu'on utilisait beaucoup, qu'on utilise encore beaucoup, surtout le mois de Ramadan dans le café et tout ça. C'est vraiment un rituel. Mais donc voilà, c'est vraiment, vraiment la base de ce livre. C'est un livre de rencontre, c'est un livre de voyage. C'est un livre qui va faire un pont entre l'Algérie et l'art culinaire algérien qui, au fait, c'est une sorte de traverser et de faire connaître le patrimoine. C'est un patrimoine. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelques recettes au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, on a quelques idées. En tout cas, on peut leur envoyer un mail s'ils veulent. À l'UNESCO, on peut leur suggérer quelques recettes. Mais c'est un livre qui a beaucoup plu. Il y a beaucoup de propositions autour de ce livre. Au début, mes co-auteurs, Claire et Renaud Marquand, on a pensé que c'était l'Algérie. Donc l'Algérie intrigue, inquiète. On est toujours dans cet imaginaire franco
franco-algérien, mais pas du tout, pas du tout. Il plaît énormément en Belgique, dans tous les pays francophones, il plaît au Canada, il plaît en Algérie, pour ceux qui ont eu la chance de la voir. On espère la voir bientôt ici à Alger, partout en Algérie. Et donc voilà, c'est le but recherché. C'est vraiment un livre, pas que de cuisine, de voyage, de rencontres, de culture, faire découvrir les... Ce sont des portraits, il faut le dire aussi, c'est une galerie de portraits. Portraits intimistes du pays, de ces régions, et puis aussi de ces femmes, mais aussi de ces hommes. Bien sûr, alors on a rencontré des producteurs, on voulait aller vraiment du produit à la table, et pour certains, voilà, on a fait vraiment le producteur jusqu'à la table, on a rencontré des hommes, on a fait aussi de la cuisine avec des hommes, mais les hommes, pour leur faire de la cuisine, il faut les faire sortir de la cuisine. Au Sahara, c'est dans le désert qu'ils font la cuisine, jamais à la maison. Donc si vous voulez faire cuisiner un homme, vous le sortez de chez lui, il va cuisiner. Ça va, j'ai pas de problème pour l'instant, je vais pas le sortir de la maison. Disons que la cuisine algérienne, c'est une affaire vraiment de femmes dans les cuisines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui cuisinent, il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien cuisiner, qui sont à la cuisine, qui font des petits plats pour eux ou pour leur famille, mais ça reste vraiment une affaire de femmes. Et paradoxalement, en France, c'est une affaire d'hommes, la cuisine. Alors oui. Dans la gastronomie, les chefs. Il y a des femmes, hein, mais elles sont minoritaires quand même. Il y a des femmes. Moi, je cite Eugénie Brasier. Donc, la restauration, c'est un milieu très... L'hôtellerie et la restauration, en Europe, c'est un milieu quand même très masculin. Je pense, ça vient aussi de l'histoire, un peu, où l'homme a eu accès à beaucoup de choses, mais maintenant, la femme, elle a bien sa place dans la restauration, que ce soit à l'étranger ou en Algérie. Et on a des chaînes télévisées où on met des hommes en train de cuisiner. Ça nous fait un petit peu rire, mais bon, je ne mets pas en doute la dextérité de ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'en Algérie, en tous les cas, nous, ce qu'on a vu, ce que vous avez vu dans ces familles, les rencontres et tout, c'est que, et puis toutes elles étaient là. Ah non, je veux pas qu'ils rentrent dans la cuisine. Dès qu'ils rentrent, c'est pour me stresser, pour me mettre. En fait, c'est comme dans la voiture. Vous conduisez très bien, puis dès qu'ils montent en voiture, c'est la catastrophe. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est aussi un moment, et là, je l'ai vu dans ma propre famille, avec ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, parce qu'on vivait tous ensemble. Vous leur rendez hommage à toutes ces femmes et à l'histoire familiale. Si on sent que ce livre, c'est vraiment votre Madeleine de Proust, quelque part. C'est vraiment ma Madeleine, parce que dans mon texte introductif, je parle beaucoup de cette cour des miracles, où maman, qui a élevé seule 7 enfants, enseignante, qui rentrait, qui s'affairait dans cette cuisine. Après, c'est ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui reprenaient un petit peu les fourneaux. Mais c'est vrai que enfant, je n'aimais pas du tout cuisiner. Oui. Vous sabotiez dans la cuisine pour échapper au corvée, j'ai lu ça. Enfant jusqu'à 26 ans. Ouais, grand enfant. Jusqu'à 26 ans. Je n'aimais pas parce que c'était beaucoup de monde, beaucoup de vaisselle, des gens partout. On recevait énormément. On avait la porte toujours ouverte qui se fermait jamais. Beaucoup de monde, c'est très pertinent ce que vous dites. D'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre et ça me rassure quelque part. Ça nous rassure toutes. Vous dites qu'à la maison, on ne savait pas cuisiner pour 4 personnes, on cuisinait toujours pour 10. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on retrouve dans beaucoup de familles. Et pas forcément dans des familles nombreuses. Ah, pas du tout. Bon, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne sais pas cuisiner. On est 5 à la maison et je ne sais pas cuisiner pour 5 personnes. Il y a toujours beaucoup trop. Mais c'est pas par gaspillage ou par... On se dit qu'il peut y avoir quelqu'un. Et avec maman... elle disait toujours ça et je lui rends vraiment un grand hommage parce qu'elle m'a transmis cette magnifique générosité et que nous avons tous dans la famille, mes sœurs, mes frères même, reçoivent autant que moi, je crois, de l'autre côté même. Moi, je suis en Algérie, mais mes sœurs sont en France et elles ont toujours de grandes tablées et elles disaient toujours « Yibqa ou ma yakhssh ». Oui, il vaut mieux qu'il y en ait trop. Voilà, il vaut mieux qu'il y en ait beaucoup pour que ça suffise à tout le monde, mais pas forcément des plats très chers. C'était pas l'opulence comme on en a aujourd'hui. C'était pas, on mange très. D'ailleurs, vous mettez en exergue des recettes très simples. Très simples. C'était le but. Peu coûteuses, simple à réaliser. Avec un langage très simple, parce que des fois on retrouve des termes dans les livres de cuisine. C'était il faut prendre un dictionnaire pour suivre la recette. Là, non, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Il y a les photos du produit, des fois les photos même du geste. Vous avez pris en photo. Ah, vraiment. Dans les gâteaux, par exemple,
ou les boureks, voilà. Mais c'est vrai qu'on voulait, je voulais transmettre au fait cette cuisine saine algérienne, contrairement à ce que l'on croit, où elle est riche, lourde, beaucoup. Non, on a des gâteaux à base de miel comme vous avez de la frangipane ailleurs, mais nous avons aussi, moi enfant, il n'y avait pas de la pâtisserie tous les jours à table, comme aujourd'hui des viennoiseries. Pas de limonade, mais des sherbet. Je donnais les recettes d'ailleurs des boissons. Je donne les recettes parce que on a grandi les sherbet et pas tout le temps. C'était vraiment occasionnel, les fêtes, etc. Mais c'est vrai que nous avons une cuisine saine, elle est raffinée, tout en restant simple. La viande n'était pas en opulence comme aujourd'hui. Un morceau de viande avec une sauce, des légumes et des fois même comme la batata flio d'Alger, que j'adore. C'est un plat tellement raffiné. Vous mettez de la menthe poivrée. Et ça, c'est Naïma l'Algéroise. Naïma qui nous a fait ce plat extraordinaire à base de la pomme de terre, d'épices et de la menthe poivrée. Vous posez ça dans une assiette, c'est divin. Oui. Finalement, Algérie gourmande, on devrait plutôt dire gourmet. Enfin, c'est plutôt gourmet que gourmand aussi. C'est vraiment le raffinement et le goût du bon produit. Oui, le bon produit qui vient de la terre. Vous savez, on ne fait pas notre marché en supermarché. Nous n'avons pas les grandes surfaces pour aller acheter de la pomme de terre. Nous restons quand même fidèles au marché. Le marché, vraiment le marché couvert, ou sinon les primeurs du coin, les petits magasins qui font des légumes pour aller un petit peu vite quand on n'a pas le temps. Mais on aime toucher. Moi, je fais mes courses en aimant toucher, sentir, on aime bien le produit. Et c'est vrai que ce sont des produits simples. Généralement, on met en valeur la cocotte, je ne sais pas beaucoup à Alger, mais en tout cas... Vous êtes même allé chez les réparateurs. Oui, c'est vraiment une institution en Oranie. Moi, j'ai 3 ou 4 cocottes à la maison. Ma mère en a 8. C'est vraiment les cocottes parce que ça va vite. Alors, on est parti dans quelques endroits. On nous a dit, ah non, nous, c'est les tagines en terre cuite. On fait ça. Et puis, à un moment donné, on monte faire la cuisine. Elle sort sa cocotte. Et nous, on dit, mais c'était pas le tagine. Ah non, mais là, on n'a pas le temps. Il faut faire vite. Donc, on a voulu allier. C'est vrai qu'on peut faire des plats qui durent 3 heures. Un bon poivron, le fil-flamme, bon poivron mijoté dans un plat en terre cuite pendant 1 heure, c'est bon. Et quand on n'a pas le temps, quand on est mère active avec une famille, des enfants à assouvir, il faut aller vite, mais que ce soit bon, que ce soit vraiment à partager. Et généralement, avec la cocotte, nous avons ça. Nous avons tous les sucres qui vont envelopper l'aliment. Et c'est excellent. Et c'est ça qu'on a voulu aussi mettre en exergue. C'est une cuisine traditionnelle. On peut le faire dans un tagine en terre cuite algérien, avec le couvercle rang qui cuit bien, que ce soit sur le feu ou dans un four, mais aussi qu'on peut faire en cocotte, la ferment un petit quart d'heure et on embaume la table. Merci à vous, Ourida Nekhash. On rappelle Algérie gourmande, voyage culinaire dans la cuisine d'Ourida. C'est un ouvrage qui est disponible aux éditions La Martinière, et un ouvrage que vous avez réalisé avec Claire et Renaud Marcas, une histoire d'amitié. On les salue au passage s'ils nous regardent ce matin. Oui, j'espère. En tous les cas, voilà, je suis vraiment, on est fiers de ce livre parce que nous avons fait vraiment connaître la cuisine algérienne ailleurs et j'espère en Algérie encore. L'ouvrage, on espère qu'il sera disponible prochainement. Oui, j'espère, et puis dans toute l'Algérie. Puis il a eu un prix, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que 2 mois après, nous recevons le prix Eugénie Brasier, qui est vraiment un prix gastronomique lyonnais très connu. C'est le Goncourt des livres culinaires, on peut dire ça comme ça. Voilà, et ça, c'est un livre qui récompense l'art culinaire d'un pays, d'une région, et l'art culinaire surtout dans la transmission et dans l'art de la transmission. Donc, on est vraiment très fiers, mais aussi très fiers du travail. Renaud et Claire Marcas ont fait un travail magnifique d'écriture et d'illustration. Vous avez vu qu'il y a des dessins, des peintures, des photographies. Et vraiment, je pense que le voyage, c'est aussi à travers l'œil et à travers cette magnifique illustration du voyage et de la cuisine qui nous met en haleine pour découvrir notre pays. Merci à vous, Ourida Nekhash. On vous souhaite beaucoup de succès encore pour cet ouvrage Algérie gourmande, voyage culinaire dans la cuisine d'Ourida.